Moi, avec 3 amis, ça fait 3 ans qu'on habite ici, dans cette bébé forêt. Et on voulait construire des habitats qui n'ont pas d'emprise au sol, donc on ne creuse pas des fondations, où on n'utilise pas de béton, de ciment, de parpaing, des constructions légères, quoi. Si vous regardez, tout est posé sur des pierres, ça artificialise pas le sol, ça reste de la terre, quoi. Voilà. Alors après, vous pouvez rentrer dans la cabane, hein. Le truc en inox là-bas, la cuve, c'est pour filtrer l'eau, parce que du coup, on récupère l'eau de pluie dans une cuve qui est derrière. Et du coup, on a l'eau qui arrive au robinet, comme dans les maisons normales, mais sauf que l'eau, elle arrive directement de la pluie, quoi. On n'a pas les tuyaux d'arrivée d'eau ici. Ouais, on a l'électricité, on a des petits panneaux solaires. T'aimes bien faire de la guitare? C'est pas moi, c'est mon coloc Maxime qui fait de la guitare. Moi, je fais de la clarinette. Regarde derrière toi. Là? La bestiole? Bah ouais. C'est quoi? Je pense que c'est un cousin. Comment l'isolation? Alors l'isolation, elle est faite en vêtements de récupération. Tu vois la ressourcerie Concarne Solidarité? Enfin, c'est une ressourcerie, quoi. Ils récupèrent des vêtements d'occasion, ils les revendent. Et il y en a plein qui ne peuvent pas vendre parce qu'ils sont tachés ou abîmés, et du coup on les a mis dans les murs. Est-ce qu'il y a Wifi? Ouais, l'autre elle est en terre paille. Est-ce qu'il y a une question? Non, qu'avec nos téléphones. Tu vois, quand on sera grand, ben, on a envie d'y aller dans la jungle amazonienne. C'est notre plus grand rêve d'y aller dans la jungle amazonienne et en même temps de vivre dedans et de construire une cabane. Et pourquoi la forêt amazonienne? Non, parce qu'on aime bien. Ça fait 10 ans qu'au Low-Tech Lab, on explore la Low-Tech à différentes échelles, via des projets d'exploration comme Nomades des mers ou les enquêtes du Low-Tech Lab. C'est autant de projets qui nous ont amenés à comprendre la forme que pouvait prendre la démarche low-tech à l'échelle individuelle, par exemple dans le cadre de l'habitat en France, et puis qui nous ont amenés à comprendre ce que la démarche low-tech pouvait avoir comme forme, comme façon de s'organiser à l'échelle professionnelle, collective. Et finalement, qu'est-ce que c'est la démarche low-tech? Au Low-Tech Lab, on a l'habitude de dire que la démarche low-tech s'intéresse à la question de comment répondre à nos besoins. Et donc, quels sont ces besoins? Qu'est-ce qu'on qualifie de utile comme besoin essentiel? Donc, il y a se nourrir, habiter, se soigner, se déplacer. Et finalement, la démarche low-tech, elle trouve sa place dans plein de domaines différents, que ce soit l'énergie, l'accès à l'énergie, sa consommation, la construction, les matériaux naturels, le réemploi, etc., etc. Salut tout le monde, ça va? Est-ce que vous connaissez la tiny house, le concept de la tiny house? C'est un mot anglais, tiny house. Donc ça veut dire... Une petite maison. Voilà, exactement. Je ne sais pas si vous avez développé avec Julie tout à l'heure l'idée de sobriété, être sobre, qu'est-ce que ça veut dire? Sobre, c'est sombre. Sobre, c'est sombre. Sobre, c'est noir, c'est... Non, ça ne veut pas dire sombre, sobre. Sobre, ça veut dire pas dans l'excès. Ça veut dire pas trop consommer. Consommer juste un petit peu. Et je pense que même en s'agrandissant d'année en année, on va garder que on n'a pas besoin de grand-chose pour bien vivre. Et fort de toutes ces expériences, entre guillemets, ou tous ces exemples, on s'est dit, tiens, pourquoi pas tester cette démarche à une autre échelle, l'échelle d'un territoire, d'un bassin de vie, celui de Concarneau. Du coup, on a lancé un appel à candidature et on a sélectionné 20 structures du territoire, avec l'idée de travailler du coup avec autant d'acteurs publics, privés, locaux, etc. Et de le faire avec eux, en coopération, parce qu'on pense que justement, eux aussi peuvent s'approprier cette démarche et en être ensuite les passeurs, entre guillemets. En fait, oui, pour nous, c'était hyper riche de sortir que réfléchir entre personnes de l'hôpital, collaborer avec une structure privée. Je trouve que c'est un peu inédit même non, mais c'est de pouvoir témoigner là-dessus et de s'en servir sur d'autres projets. Nous, c'est nul d'un point de vue CO2 économisé, quoi. Enfin, c'est peanuts par rapport au bilan global de la structure. Mais là où c'était très fort, c'est par contre l'indicateur capacité d'agir rapidement et expérimenté au sein de l'hôpital, par exemple. Là, c'est... Ah ouais, c'est top, quoi. Top, quoi. Mais c'est comment tu vois, quel indicateur tu mets là-dessus? Pour avoir le sentiment que ça soit bien abouti, c'est de s'assurer de la démultiplication des activités menées. Et ça va dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire là aujourd'hui on a fait l'expérimentation avec une école
et comment valoriser les outils et tout ce qui a été mis en place à un grand nombre d'écoles, comme tu dis, de centres de loisirs, etc. sur le territoire. Dans l'idée de ce projet, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait parler de sobriété territoriale et de voir comment est-ce qu'on pouvait réduire notre impact environnemental et énergétique. Et finalement, comment est-ce que la démarche low-tech pouvait s'intégrer au sein d'organisations, donc plus seulement à une échelle individuelle, mais vraiment dans un contexte professionnel. Et on voulait que ce ne soit pas seulement des convaincus ou des initiés qui participent, mais de voir comment est-ce que d'autres personnes pouvaient s'approprier cette démarche et la mettre en place dans leur propre contexte. Et avec elle, on a travaillé autour de 5 grandes thématiques qui ont émergé au fil du projet, qui ont été l'alimentation et l'agriculture, l'énergie, on va dire les économies d'énergie, la logistique, la culture et la pédagogie. Exactement. Enfin, la low-tech, ça me parlait d'une manière très floue, mais ça me parlait par rapport à des perspectives et des enjeux qui sont importants dans le monde actuel. Donc ça a beaucoup résonné en moi, cette expérimentation, et je me suis dit qu'il fallait saisir cette opportunité-là sur le territoire et postuler. À la base, c'était plutôt une expérimentation, plein de petites choses low-tech qu'on pourrait mettre au quotidien. Et en fait, on est parti sur carrément une thématique qui est l'alimentation saine et locale sur le territoire. On a choisi cette parcelle parce qu'en fait, c'était une parcelle qui n'était pas trop près du corps du bâtiment principal. Et on était dans l'idée que le verger, on a moins besoin de s'y rendre que dans la partie maraîchage, puisqu'il y a aussi une autre partie nourricière, et que la partie où il y a les animaux. Ici, le verger, a priori, il peut fonctionner de façon relativement autonome. Et un des buts, justement, c'est d'avoir une structure qui mène à l'autonomie, donc l'autonomie alimentaire en partie. L'envie, c'était de travailler sur un cycle de réappropriation autour des fruitiers et des vergers. Donc de réfléchir à comment, sur certains terrains communaux, il pouvait y avoir des plantations de fruitiers, de l'entretien, etc., qui soient faits avec des temps de plantation, de taille et de greffe, qui sont toujours des moments de partage de savoir, où il y a des professionnels, donc Carmigny, qui eux ont un verger qui s'appelle le Verger Social Club, ont accueilli une première visite pour expliquer comment ils ont conçu leur verger, qui a énormément d'essences de fruitiers différentes, etc. Ils ont fait intervenir Olivier, qui a fait un temps de partage là-dessus. Et par contre, là, quand on remonte ici, donc toute cette zone, c'est une zone où on a choisi de mettre des variétés plutôt méditerranéennes. Donc il y a un peu d'abricotier, du pêcher. Bon là, il y a un cognacier, mais en fait c'est un porte-greffe de poirier. Voilà, d'avoir vraiment quelque chose qui ne soit pas du mono-variétal et mono-spécifique en fait. Ça c'est aussi une approche de permaculture, c'est-à-dire qu'on va mettre aussi certains arbres qui auront pour fonction en fait de réguler l'ensemble, équilibrer c'est ce qu'on appelle le rapport C sur N. Donc il y a beaucoup d'azote disponible et ça manque un peu de carbone. Donc pour apporter du carbone frais, notamment c'est des arbres qu'on va planter comme le frêne, le genêt aussi, qui marche très bien pour ça. Donc retrouver cette pratique, et c'est là qu'est venue aussi cette idée de Verger Social Club. Parce qu'on a fait un chantier aussi décarboné, c'est-à-dire que là, il n'y a pas eu de travail du sol au préalable avec des véhicules à moteur. Le seul travail du sol qui a eu lieu, c'était de faire les trous à la houe et à la pioche et à la bêche. Et quand il n'y a pas de machine, il y a un peu moins de bruit. Et quand il n'y a pas trop de bruit, on a le temps d'échanger, on a le temps de discuter. Alors que s'il y a un mec sur un véhicule qui fait vroom 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 et puis on vient quand c'est fini, on a un autre rapport aussi au temps et à l'espace, et on n'a pas cette dimension d'arpentage. Toutes les personnes qui ont participé à l'expérimentation, et nous compris, on a vécu un processus qui, je pense, a changé nos conceptions de comment on pouvait monter des projets ensemble, et ça est quelque chose qui est difficilement quantifiable, mais en tout cas quand on voit que le projet a juste été un petit catalyseur dans une espèce de grande aventure qui commence, moi je me dis qu'on a touché quelque chose d'assez fort sur nos manières de faire ensemble. Donc voilà, c'est un petit peu nébuleux à comprendre. Il y a cette espèce de double mouvement où du coup chacun ne se sent pas seul de faire des choses dans son coin, mais est porté par cette démarche collective où on peut partager, selon vous en tout cas, quel est l'intérêt d'une dynamique comme celle-là, ou pas d'ailleurs, mais qu'est-ce que ça évoque chez chacun, quoi.
Ma vision peut-être au démarrage était plus comment apporter de la low-tech dans nos services, mais je voyais plus en vase clos l'ensemble des services de la commune, mais que la commune. Et en fait, de partager des tas de choses dans les grands ateliers avec plein de structures différentes, ça nous a permis de nous connecter et de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre à l'échelle sur le territoire, ensemble, avec différents partenariats, différents acteurs, et pas que des collectivités. Et c'est ça ça a migré vers ça. Et j'ai trouvé ça assez riche. Ouais. L'objectif, en fait, c'est peut-être de se mettre tous en réseau, en fait, collectivités, professionnels de l'agriculture, etc., pour voir comment on peut se structurer pour mailler, en fait, le territoire avec des zones nourricières, en fait, parce que la ville de Concarneau, par exemple, gère 300 hectares. On peut convertir un pourcentage en zone nourricière, en fait, et un fonctionnement de ces espaces publics avec une forte dimension sociale. Et donc là, il y a tout un réseau à structurer et des compétences à activer pour pouvoir construire ce futur. Bah non, parce qu'on a classe. Maintenant je regarde, j'ai déjà travaillé. T'as déjà fini? Non, je vais rebosser après. Planter des arbres fruitiers, vous mettez toujours quelques cailloux sous les racines des arbres fruitiers. Pourquoi, à votre avis? Pour les racines aillent autour. Que les racines aillent autour parce qu'il avait un ancrage beaucoup plus ferme et qui ne tombait pas avec les tempêtes. Ouais. Il y avait toujours 2-3 gros cailloux comme ça, là. Donc ça, les systèmes racinaires allaient chercher en dessous de part et d'autre. Toutes les racines soient vraiment dans la terre. Là, dans un premier temps, on va cibler cette parcelle-là et puis tout ce qui est école. Donc il y a au moins 1 à 2 arbres fruitiers par école qui vont être plantés, de façon à les sensibiliser donc, de la plantation jusqu'à la récolte. Donc après, ce serait l'objectif aussi, c'est d'utiliser tous ces fruits et ça pour qu'ils les valorisent ou dans les cantines ou sur les temps périscolaires pour faire des recettes culinaires, des choses comme ça. Figure-toi que peut-être dans quelques années, tu pourras manger des noix de cajou d'origine bretonne. Est-ce que du coup, vous finissez de la tube de ce mois? Avec le réchauffement climatique, il y a certaines collectivités qui commencent à planter des arbres à noix de cajou. Ça commence à se faire. C'est vrai que l'alimentation, c'est un milieu qui est quand même assez cloisonné. Il y a des acteurs spécialisés dans chaque domaine, avec chacun sa capacité d'action sur son secteur. Et là, ce qui était intéressant, c'était de voir différentes personnes qui, du coup, voulaient toucher ce sujet qui est profondément d'intérêt général pour avoir une alimentation proche des gens, plus vertueuse, qui puisse être réappropriée aussi et qui puisse nourrir localement. Pourquoi on met du copeau? Pour que ce soit comme s'il y avait de l'herbe. Qu'est-ce qui fait le copeau? Il va absorber l'eau. C'est du bois. Comment? Il va absorber l'eau. C'est du bois. Il absorbe l'eau, c'est du bois, donc c'est du carbone. Comme oui, c'est pour qu'il absorbe de l'eau quand il en aura besoin. Voilà, ça garde l'eau. En fait, ça permet de garder l'humidité dans le sol. Donc toute l'eau qui sera captée au pied de l'arbre, quand il y aura du soleil, ça va beaucoup moins transpirer le sol. Donc le copeau va permettre de garder cette eau-là. L'objectif à long terme, c'est de voir comment est-ce que justement on pouvait atteindre cette autonomie alimentaire sur le territoire de Rospordin et donc voir comment est-ce que des friches inexploitées peuvent devenir des vergers qui seraient disponibles à tous les habitants de Rospordin. Cette approche low-tech vraiment globale, elle a favorisé l'appropriation de nouveaux savoir-faire et elle a valorisé des pratiques locales, ce qui était très chouette. Déjà, à cause du réchauffement climatique, nous sommes en manque d'arbres qui produisent eux, de l'oxygène. Hein, nous avons vu ça en physique-chimie. Non, ça se peut, plus tard, on a plus d'arbres et au moins, il y aura nos arbres. Et nous pourrons nous nourrir de ces noix qui seront là dans 5 à 8 ans. Oui, voilà, parce que bientôt, peut-être que nous serons en manque de nourriture. Hein. Donc du coup, ces noix que nous venons de planter, peut-être que dans 5 ou 6 ans, nous pourrons les manger. En tout cas, voilà, vive la biodiversité. Ouais. Voilà.
Ensuite, autour de la question de l'énergie, il y a différentes expérimentations qui ont été menées, notamment par un petit groupe d'acteurs qui rassemblait une brasserie, un hôtel, une entreprise spécialisée dans le textile technique et le Concarlab, le Fab Lab de Concarneau. Clairement, des mondes et des milieux très différents. Et on s'est rendu compte que chauffer de l'eau, c'était un des postes de consommation les plus importants pour pas mal de participants et que ça concernait un peu tout le monde. Donc on s'est pas mal intéressé au chauffe-eau solaire. Donc comment on chauffe de l'eau avec l'énergie du soleil, donc l'énergie du soleil thermique, pas transformée de manière électrique. Pour ça, on est allé faire plusieurs choses. On a été faire une visite chez un particulier, chez François, qui a auto-construit des panneaux solaires thermiques et qu'il a posé chez sa maison, qu'il a installé pour faire le choc sanitaire chez lui. Ça chauffe, hein. J'en ai fait un l'été dernier. Je chauffais, il était posé sur la terrasse, là, je chauffais, j'avais un bidon de 240 litres. 98 qui me disait. Le principe de fonctionnement, il est relativement simple. On fait passer un fluide qu'on fait réchauffer dans des panneaux qui permettent de réchauffer un ballon d'eau chaude et c'est relativement simple, quoi. Compliqué, c'est la tôle noire qui est juste formée pour que le cuivre s'emboîte dedans. Il faut maximiser. On voulait voir aussi des systèmes un peu plus, on va dire, industriels. Donc on a été visiter une ferme d'un agriculteur qui élève des veaux et donc qui a besoin, lui, de chauffer pareil une grande quantité d'eau tous les jours pour diluer du lait en poudre. Donc ici, il y a 24 panneaux, il y a 60 mètres carrés. 24 panneaux, ah oui. Chaque panneau, c'est 2,50 mètres. Disons qu'une journée comme aujourd'hui, l'eau va être plus ou moins à 80 au moment où les veaux vont la consommer pour le buvet du soir. Mais dans la réserve de 3000 litres, en fin de buvée, on va peut-être être encore à 50 degrés. Ouais. Donc ça veut dire que le lendemain matin, on va amener l'eau peut-être à 45 degrés et il n'y aura plus que les 40 degrés. Un delta de 40 degrés. Donc voilà, donc c'est comme une pile, quoi. On vide un peu la pile le soir et il y a encore d'énergie dans la pile le lendemain. Donc après 8 ans, au maximum, l'installation est complètement remboursée et puis après, c'est des économies pures. Ouais. Hop. J'ai jamais allumé. Tu fais un tipi. On peut même faire un petit tipi au début, ça permet que l'air circule mieux dans le... Donc on s'est intéressé à un autre sujet qui était comment on pouvait trouver une filière d'isolant local. L'application, enfin le projet d'application, c'était à la brasserie qui devait récupérer et stocker à peu près 4000 litres d'eau chaude issue du process de brassage, quoi. Et une des cuves qu'ils avaient, qui était en extérieur, n'était pas isolée. Et donc comme ça, on s'est dit que la laine de mouton, ça pouvait être une super alternative. Et en faisant des recherches, on s'est rendu compte que ça a tellement été chamboulé par les matériaux synthétiques dans les années 70 que en fait, la laine a quasiment plus de valeur économique et que beaucoup d'agriculteurs se retrouvent aujourd'hui à devoir se débarrasser, enterrer ou essayer de brûler la laine parce que c'est considéré comme un déchet pour eux, alors que c'est un des meilleurs isolants, quoi. Donc pour revenir sur les fibres, en fait, 55 fibres, donc 55 laines différentes, qui ont toute une application. On ne pourrait pas faire des vêtements de peau avec cette laine-là. Et on pourrait, par exemple, pas forcément rembourrer des matelas avec cette laine-là. Mais il y a vraiment des laines qui ont des applications prédestinées de par leurs caractéristiques et la physionomie des fibres. Donc ça, c'est des choses un peu à respecter parce que ça permet en fait de mieux la valoriser par la suite. Le point noir majeur de la laine, une fois qu'elle est propre, c'est les mites, c'est un vrai problème. Et donc isoler sa maison en laine, pourquoi pas. Mais on ne sait pas trop si c'est pérenne dans le temps, s'il y a vraiment une infiltration de mites. Là, ça se développe à une vitesse phénoménale. En tout cas, Nicolas nous disait que historiquement, c'était utilisé surtout dans des applications mobiles. Ouais. De yourte ou quand on porte un pull, il va pas être limité parce que les œufs peuvent pas tenir dans la laine. Donc quand c'est secoué ou même au quotidien, il n'y a pas de problème de mites, quoi. Ouais. Ou alors l'autre solution qu'ils proposaient, c'était vraiment encapsuler, quoi. Enfin, créer un espace clos et hermétique. Vraiment hermétique, quoi. Voilà. On a rencontré Florence qui est venue nous apprendre comment déjà laver de la laine et les premières étapes de transformation, donc le cardage, l'aiguitage.
pour faire des nappes de laine qui pourraient servir après à faire comme un coussin quoi, isolant autour de la cuve de la brasserie. Mais ce qui fait que ça sent vraiment la bergerie, en fait, c'est le suin. C'est le suin qui sent. C'est pas la laine, c'est vraiment ce gras-là qui va venir donner l'odeur. Et donc, c'est ce qu'on cherche à enlever quand on lave la laine. On cherche bien sûr à enlever tout ce qui peut être déchets organiques, végétaux, minéraux, toutes les petites boues. Mais c'est vraiment le suin qu'on va venir rechercher à enlever. La laine quoi. Oh, il y a un gros verre. Oh, vous voyez, ça c'est un verre de mythe. Non. C'est les vrais verres un peu faux de farce à trappe. Ouais. Mais elle est vraiment cuite. Hein. Moi je parlais de la logistique, une première expérimentation qui a été menée par le service transport en commun de CCA. Et l'objectif c'était comment utiliser les soutes des bus ou des mini-vannes de transport à la demande pour transporter du matériel sur le territoire, puisque ces bus circulent de toute façon. Et donc un premier truc qui a été testé, ça a été de travailler avec les médiathèques pour faire circuler les livres entre les différentes médiathèques du territoire. Là on a une personne à prendre sur Melvin, on la ramène à Concarneau après, donc on s'arrête. On prend l'initiative, on s'arrête à la médiathèque à Melvin. Ici, il y a des livres à prendre, on les prend. C'est un service que l'on rend, mais c'est déjà sur notre lieu de travail. C'est sur le trajet. On part pas du dépôt pour aller spécialement là-bas. Sinon, aucun intérêt d'aller faire une course en plus. Il y a plein de choses envisageables après, quand c'est comme ça, et puis que profiter de ce circuit-là, plutôt que de revenir des fois à vide, ou bien à partir de Melvin, je pose quelqu'un à Melvin, j'ai aucun retour, je reviens à vide. Bon, voilà, je prends mes blagues, mais ça peut aussi bien se passer pour Tréguin. Ça fait du relationnel en plus, quoi, voilà. C'est que, bon, ben, on côtoie d'autres personnes que la clientèle habituelle. Là, on va carrément, c'est un service, quoi. Donc, c'est pas que c'est valorisant, mais on voit qu'on sert à quelque chose, quand même. Voilà. Donc toutes les cases c'est bien précisé pour quelle médiathèque c'est fait. Donc tout est étiqueté. Et puis voilà. Voilà comment ça passe, c'est assez rapide. Une autre expérimentation sur le volet logistique a été menée avec Actemium. C'est une entreprise qui a ses activités sur le port de Concarneau, spécialisée dans l'électrification des bâtiments nautiques. Et l'autre structure qui a préparé ça, c'était l'hôpital de Concarneau. Et elles ont cherché à déplacer du matériel du quotidien, des consommables, entre les différents bâtiments de l'hôpital ou entre les différents chantiers de l'entreprise. Et d'habitude, ils utilisent des véhicules utilitaires, des véhicules thermiques. Et là, c'était comment tester des vélos cargo en lieu et place des camions ou des camionnettes. Ça fait aussi parallèle à des réflexions qu'on a au niveau institutionnel de comment on peut être un hôpital plus durable, plus respectueux de la santé, voire même vecteur de santé. Parce que c'est quand même dommage d'être un hôpital public et d'être hyper polluant. Et on sait que l'environnement, c'est une des causes premières d'impact sur la santé. On a rencontré l'hôpital de Concarneau qui avait la même problématique que nous sur cette partie logistique et on a décidé de mettre en place ce qu'on a appelé la semaine cycle logistique. Donc la semaine elle a eu lieu début juin. Nous on a eu on va dire une vingtaine de personnes qui ont participé en inter. On avait 5 vélos cargo à disposition et le retour ils étaient on va dire unanimement positifs et je pense qu'il y a aussi bien marché c'est la collaboration avec l'hôpital puisque tout au long de la semaine on a pu
pu échanger sur comment ça se passait, les problématiques, qu'elles soient techniques ou humaines. Et le fait d'avoir fait cette semaine un peu en miroir, ça nous a aussi motivés les uns les autres puisqu'on avait un peu pris cet engagement moral avec l'hôpital. Ces deux-là, c'est des triporteurs. Éviter d'aller pleine balle et de faire un truc comme ça. Parce que du coup, le vélo, s'il est chargé, il va rester bien, mais s'il n'est pas chargé, ça décolle assez vite, quoi. Et par contre, ce qu'on se dit, c'est que ça pouvait être cool que chacun puisse le garder une journée pour que vous puissiez tester bien comme vous voulez, qu'à la fin, vous puissiez nous faire des retours, dire sur une journée d'utilisation, il y a tel truc qui était bien, tel truc qui était moins bien. Se poser la question des low-tech, c'est aussi la question de la désirabilité, des imaginaires qu'on se construit pour vivre sur un territoire qui nous fait envie et dans lequel on se dit dans 30 ans on sera toujours là et peut-être qu'il va y avoir des modifications sur le climat, sur l'approvisionnement en ressources, mais on construit un modèle qui nous semble durable et du coup qui nous rend heureux, quoi, tout simplement. In fine, avec du recul, on se rend compte que la démarche low-tech, elle amène finalement à un changement de regard et de perspective pour les gens qui ont pris part à cette expérimentation. Concrètement, même si ce qu'ils ont mis en œuvre a été minime, ça constitue la partie émergée de l'iceberg. Et en profondeur, il y a vraiment eu des gros décalages dans leur façon de se représenter leur travail, de fonctionner ensemble, de prendre des décisions. Et tout ça, c'est un super gage de réussite pour nous. Là, jusque-là, on avait en fait monté un espèce de petit questionnaire sur lequel on avait demandé aux structures qui ont envie d'organiser des trucs puissent savoir que c'est des lieux accessibles, à quel moment, quel genre d'événements ou de trucs ils peuvent organiser là-bas. Et donc que les gens se disent, moi, j'ai envie d'organiser un truc cet été et je sais pas où le faire et j'aimerais avoir l'info. Sur l'assaut, le projet, l'idée étant un peu que les jeunes s'investissent dans l'action locale et pourquoi pas qu'ils deviennent ensuite acteurs de ce festival en étant bénévoles par la suite. Sur le sujet de la culture, il y a aussi une expérimentation portée par différents acteurs, que sont Carmini, Carbousier, le réseau des médiathèques de CCA, l'Auberge de jeunesse et d'autres. L'objectif, c'était de formaliser une programmation culturelle commune à l'échelle du territoire de CCA qui court sur le printemps et l'été 2023. L'idée, c'était de promouvoir la low-tech à travers la valorisation, la diffusion d'événements, d'initiatives artistiques, culturelles sur tout le territoire de l'agglomération. Cette programmation culturelle commune, qu'on a appelée la saison low-tech, elle a pu être diffusée grâce à l'expérimentation d'un outil en ligne commun, un agenda partagé, qui était alimenté au fil de l'eau par les différents acteurs de l'expérimentation et qui a fait l'objet d'un affichage dans l'espace public tout au long de la saison printemps-été. Voilà, on est arrivé à cette idée du web to print. Alors c'est quelque chose c'est pas très compliqué. L'idée, c'est de faire un site web assez simple qu'on peut imprimer, voilà, juste en étant dans son navigateur, de faire imprimer et d'obtenir en fait une affiche. Alors ça se voulait un truc vraiment super simple. Ce qui était intéressant par rapport à un site web classique, là ce qui est intéressant, c'est qu'on avait donc le site se mettait à jour automatiquement et nous on imprimait sur papier de couleur. Donc c'est juste une impression noire, vraiment ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir après l'afficher dans l'espace public. Et c'est bien la première fois qu'on a réussi à faire à l'échelle du territoire une communication conjointe sans pour autant que ça demande à une personne de centraliser l'information. Non, c'est bien tout un groupe qui a réussi à faire en sorte que cette affiche puisse voir le jour et soit toujours un jour.
ça tombe là ou pas? Un bon exemple de projet, c'est l'initiative de la Popote, qui est une cuisine itinérante, autonome en énergie et qui a parcouru les différentes communes de l'agglomération à l'été pour proposer des espaces de convivialité, de cuisine en commun, avec des temps festifs, musicaux, qui ont été l'occasion de discuter avec les habitants en cuisinant avec des récup et des invendus du marché et des producteurs du coin. J'avais 3 ans quand je suis venue à Carole. Excellent. C'est dingue. Ah non mais c'est cool. Oui. Ok. Ça fait partie des rencontres improbables. Ah bah ouais, complètement. Ah ouais. Trop marrant. Ah ouais. Et c'est vrai que dans le cadre de l'expérimentation, c'est une initiative intéressante puisqu'elle permet de croiser quand même différentes thématiques qui ont été portées dans le cadre du projet Territoire Low-Tech, que sont l'alimentation, la logistique, l'énergie, l'éducation populaire. Ce qui a rendu possible cette tournée sur le plan logistique, c'est l'utilisation d'une remorque à assistance électrique, rechargeable avec des batteries solaires et qui permettait de tirer jusqu'à 300 kg. Donc voilà, ça semble des choses assez anodines, mais qui nous intéressent. Un, évidemment, tout d'un coup, comment une low-tech peut créer un espace de convivialité, comment un objet low-tech peut justement sensibiliser la population à une autre façon de vivre le territoire. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ce mot? Non. Une fois, oui, je crois. Ok. Une des expérimentations, c'était avec le Concarlab, qui est le Fab Lab de Concarneau, et l'école d'Iwan. On a organisé des ateliers pour les enfants pour parler de la démarche low-tech. L'idée, c'est de les sensibiliser, de voir comment ils pouvaient s'approprier ça par eux-mêmes. Et on voulait qu'ils puissent aussi partager ce qu'ils avaient appris avec d'autres enfants ou voir aussi comment est-ce qu'on pouvait le faire dans d'autres écoles. Mais vous dites pas. Une personne, un panneau solaire, planche de bois, terrasse. Est-ce que vous avez vu autre chose? Il y en a qui ont vu autre chose que ça. Une porte, une boîte. Une boîte? Oui. Comme ça. Une valise. Il y a un truc comme ça, on est pas comme ça. Ça, c'est low-tech. Ouais, low-tech. Et moi, c'est low-tech. Les enfants sont très ouverts d'esprit, la plupart du temps. Et que du coup, en fait, on peut aller très loin dans la problématique. Et ça, c'est quelque chose qui est enthousiasmant et qui nous fait rêver aussi et nous permet, nous, d'être enthousiastes par rapport à ces sujets-là. On s'autorise encore à les amener dans des imaginaires. On adore nous-mêmes plonger dans des légendes, mais pour autant, on n'a pas forcément le droit de l'assumer. Et c'est aussi juste des fois avoir l'envie d'y croire qui est important. Donc une trottinette, ça consommerait plus qu'un ordinateur pour vous. Ok. Là, ils ont un climatiseur, c'est une clim qui est allumée pendant 4 heures. Et bien, il faut pédaler pendant 10 jours pour que ça fonctionne. C'est pas bien. Est-ce que tu es prêt à pédaler 10 jours? Alors, on a fait un premier atelier de sensibilisation pour essayer de mieux définir, de donner une meilleure définition de ce qu'était la low-tech. Donc là, on s'est aidé des 3 mots qui sont utiles, accessibles et durables. Et ensuite, on a pu leur présenter différentes low-tech à travers des visuels, à travers des photos, pour aller vers un second atelier où là, justement, ils devaient dessiner l'école de demain. Et c'est là, à ce moment-là, ils nous ont fait des très belles inventions. Mais ça, c'est un autre vélo qui marche avec un autre truc. Un rencontre, un aigrette caca, et barbeau compost, et là, c'est une cabane à côté d'un pommier, donc on pourra prendre, si les enfants, il y a des pommes juste à côté. C'était génial parce qu'en fait, ils partaient vraiment du besoin, que ce soit faire grandir les légumes dans le potager, pouvoir amener le compost. Autrement, ils inventaient des systèmes hydroélectriques. Et
Et l'approche, c'était pas de leur parler de futurs métiers ou de technologie, mais plutôt de parler de ce qu'ils utilisent au quotidien, donc de parler de papier, de peinture, de colle, et de leur montrer comment fabriquer ça eux-mêmes. Le journal, il va être plus facile à recycler, d'accord? C'est un papier qui est très fin de base et du coup, on peut déjà l'émietter très facilement. Celui-là, un peu moins, mais ça marche quand même et ça va rendre le papier plus solide. Donc, ce qui veut dire que tous les papiers quasiment sont recyclables. Notre petite pâte à papier qu'on a réalisée là-bas, on va venir en récupérer un petit peu dans la carafe et on va venir en verser dans le mixeur. Simplement. Bon, là, il n'y a quasiment que de l'eau, hein. Faudra quelque chose un peu plus épais. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Un tamis. Un truc pour ramasser de l'or un peu. Effectivement, on pourrait aller dans la rivière et essayer d'aller trouver de l'or dans la rivière avec ça. On appelle ça un tamis. Et ensuite, en fait, avec le tamis, on va venir plonger comme ça et rapidement, tac, comme ça. Vous avez vu à peu près la vitesse à laquelle je suis allée? Parce que si jamais je prends trop mon temps et que j'y vais à cette vitesse, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Le papier va échapper. Ouais, et puis on aura surtout beaucoup trop et du coup ça va pas faire une feuille facile à sécher, donc ce sera pas terrible. Délicatement, regarde. Ça va bientôt être fini. On essaye? Tu veux essayer là? Super. Tu auras un petit trou, mais tu feras quelque chose de bien. Après ça, ils ont fabriqué pendant tous les temps calmes leur papier. Les enfants voulaient fabriquer leur papier avec leur petit ami. Et ils faisaient leur dessin dessus. Ils pouvaient le recycler à nouveau encore. Et donc ça peut vraiment lancer cette dynamique-là. Et ça, c'était vraiment une belle surprise. J'aurais pas pensé. Et c'est grâce aussi aux animateurs qui ont vraiment pris ça en main. Sans ça, ça aurait... Les enfants, ils voient vraiment à travers le regard de l'adulte aussi. Si jamais on n'a pas de... on n'a pas forcément une motivation de la part du grand. Des fois, pour les enfants, c'est dur de trouver un intérêt. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment aussi, non pas que de proposer aux enfants, mais vraiment d'apporter des fiches ateliers, des fichiers ressources au personnel éducatif pour qu'ils puissent eux aussi proposer derrière et mettre en route la machine, quoi. Toutes les structures avec lesquelles on a travaillé étaient volontaires parce qu'on partait du principe qu'il ne fallait pas forcer des gens à changer s'ils n'en avaient pas envie. Et d'avoir l'exemple d'une école, d'une brasserie, d'un hôpital qui eux sont volontaires, et en fait c'est permet d'être beaucoup plus parlant pour d'autres personnes du même secteur. Et en fait ils sont de bien meilleurs ambassadeurs que nous, le Lotte Club. In fine, le projet a été assez déroutant pour tout le monde, à la fois pour nous, pour les partenaires ou pour les participants. Déjà parce que dès le départ, il ne s'inscrit pas forcément dans les normes un peu habituelles d'appel à projet où il faut venir avec quelque chose de ficelé. Et donc voilà, ça a amené des choses hyper intéressantes, des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché mais qui ont été des super leçons. Et ce droit à l'erreur, il est précieux. Et je pense qu'il faut qu'on ait toujours plus et de plus en plus d'espace comme ça où expérimenter l'avenir, mais dès maintenant, quoi. Ça va être un travail relativement assez long pour se dire comment on arrive à l'échelle d'un territoire à travailler à cette sobriété, c'est-à-dire toujours, encore une fois, moins consommer, moins se déplacer. Il y a un vrai enjeu, et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on revient à l'âge de pierre. Mais c'est d'avoir une juste conscience en se disant tiens, est-ce que ça vaut le coup que mon bâti soit aussi grand? Est-ce que ça vaut le coup que mon bâti soit chauffé à 22 degrés alors que je pourrais très bien y vivre en mettant un pull à 15 degrés? Donc c'est juste ces petits... ces nouvelles façons de penser qui fait que tout d'un coup j'ajuste mon environnement à ce dont j'ai vraiment besoin. Mais en fait, je ne ferais pas ce travail-là si j'estimais que ça n'avait aucune valeur pour le futur. C'est sûr. Et du coup, je trouve beaucoup de joie en voyant les gens se rallier plutôt que
que faire preuve d'intolérance et de refus, etc. Et la meilleure manière de te rallier aux autres et de te relier aux autres, c'est de comprendre que tu as besoin de l'autre pour faire des choses. Pour moi, oui, c'est la base des dynamiques territoriales que d'avoir vraiment le temps de se rencontrer, de se comprendre, pour ensuite pouvoir monter des choses qui sont plus puissantes par la suite, quoi. Des fois, l'image du colibri, je la trouve un peu à double tranchant parce que ça veut dire que chacun doit faire sa petite part. Ce qui est vrai, mais pas suffisant à mon sens. Et justement, ce qu'on essaie de montrer, c'est que justement, il faut qu'on sorte de cette démarche où chacun fait un petit peu et ça va suffire. Ah, en fait, non, il faut qu'on revoie fondamentalement comment on s'organise, comment on fait les choses de manière collective, quoi, et organisée.